Salut tout le monde et bienvenue à Hockey le Magazine. Aujourd'hui, on a rencontré pour vous le défenseur de la Ligue nationale de hockey, Jason Demers. Un portrait de l'état de nos arénas qui entre dans l'ère moderne. Et un bref historique de la compagnie Easton qui nous parle de son virage vers le marché du hockey. Tout ça et encore plus aujourd'hui à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. En collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. La marque Easton commença en 1922 en Californie avec le fondateur Doug Easton. C'était un ingénieur et un athlète de tir à l'arc. Il remarqua que les flèches en bois avaient des performances inégales, manquaient de précision et se pliaient facilement. Donc, il a commencé à concevoir des flèches avec des tiges en aluminium, ce qui améliorera grandement la performance des flèches. Et à partir de ce moment-là, c'était devenu le standard dans l'industrie des flèches. Après les tirs à l'arc, c'est là que Easton est devenu vraiment une marque de sport. En 1970, la marque Easton était devenue un fabricant de bâtons pour différentes compagnies, des bâtons de baseball. Ils mettaient leur petit logo sur le bâton pour indiquer que c'était eux autres les manufacturiers. Et après une mésentente avec un des clients, Jimmy Easton, qui est le fils du fondateur, décida donc de lancer sa propre marque avec le nom Easton sur les bâtons de baseball. Et c'est comme ça que Easton est devenu Easton Baseball. En 1981, en voyant les effets bénéfiques de passer d'un bâton de baseball en bois à l'aluminium, un des ingénieurs, Gary Felici, qui est amateur de hockey, se disait qu'on pouvait faire la même chose dans l'aluminium, donner les pionniers de l'aluminium même dans le bâton de hockey. Donc, commencer à concevoir des bâtons, des manches en aluminium. En voyant les résultats, c'est devenu une grande révolution pour le hockey. En 1986, Easton commençait à être dans la Ligue nationale. L'adoption du manche en aluminium se faisait tranquillement mais sûrement. C'est seulement quand que les jeunes joueurs du temps, Jeremy Roenick, Brian Leetch, Brett Hull et Wayne Gretzky, que vraiment la marque Easton a vraiment pris son envolée. Ensuite, en tant que pionnier des matériaux et la venue des nouvelles matières comme la fibre de carbone, c'est là que Easton a commencé à développer les manches et les bâtons en fibre de carbone. Donc, avec l'adoption vraiment instantanée de la fibre de carbone, avec les effets de la légèreté, de la performance, le bâton en fibre de carbone est devenu vraiment le morceau nécessaire pour le joueur du hockey. Donc, Easton est devenu la marque pour le hockey des années 90-2000 et c'est adopté dans plus de 30 pays. Easton produit environ 40 000 unités pour le marché général, 20 000 pour les joueurs de la Ligue nationale chaque année. À partir des années 90, on peut dire que presque tous les joueurs ont joué avec un bâton Easton au moins une fois dans leur vie. Et au dernier décompte, on a 150 joueurs on a une augmentation de près de 10 avec l'arrivée du nouveau bâton. Donc, les joueurs l'apprécient beaucoup. Donc, on peut dire que la spécialisation de Easton est vraiment variée, mais c'est vraiment spécialisé dans le sport. Donc, Easton va aller chercher vraiment la performance du joueur, de l'athlète, à travers l'ingénierie. Donc, Easton était dans les flèches, le baseball, le hockey, la crosse, les équipements de vélo, tout ce qui touche autour de la meilleure performance de l'athlète. Aujourd'hui, les bureaux de Easton les bureaux d'ingénierie sont situés au Mexique, à l'usine de bâtons, où c'est testé et conçu et pour la production même des bâtons pour les pros. Le bureau de design, depuis 1999, est situé à Montréal. C'est là qu'on design les produits de protective, les patins, les casques. Évidemment, pour le futur, Easton cherche encore vraiment à développer la prochaine étape. Ce qu'on cherche à aller chercher surtout, c'est le bâton le plus léger et le plus performant. Le poids magique étant de 300 grammes, c'est toujours l'objectif à aller chercher, mais sans sacrifier la performance. Donc, il y a toujours la recherche, l'innovation, les techniques d'assemblage pour réduire le plus possible le poids. À la question quiz cette semaine, après une carrière de 15 ans dans la Ligue nationale de hockey, j'ai décidé de redonner au suivant en développant le hockey
dans le Grand Nord québécois. Qui suis-je? A. Stéphane Quintal. B. Patrick Poulain. Ou C. Joey Juneau. La réponse après la pause. La réponse C. Joey Juneau a joué 828 matchs dans la Ligue nationale de hockey de 1991 à 2004. Diplômé en aéronautique, Juneau s'implique depuis sa retraite auprès des jeunes du Nunavik, un immense territoire où l'on retrouve plus de 14 communautés inuits. Malgré d'excellentes saisons à Moncton et Victoriaville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Jason Demers a dû attendre le 7e tour avant d'entendre son nom prononcé à l'encan de la Ligue nationale de hockey. Il a bien voulu nous parler de son cheminement en compagnie de Raphaël Doucet. Depuis 10 ans, Hockey Magazine est la référence hockey. Bonne entrevue. À ton Pee-Wee, j'étais à West Island, à Montréal. J'ai joué pour les Royals de West Island, de novice à midget. Puis midget à sport, j'ai joué pour les... j'ai joué midget à sport pour les Tigres de Lac-Saint-Louis. Fait que ça, c'était mon niveau de hockey mineur, ça. Mais de novice à midget, notre club, je pense, on était... Tu sais, hockey mineur, c'était tout le temps les mêmes... C'est quand même le même groupe tout le temps, chaque année. Fait que je pense qu'on avait perdu peut-être... On avait gagné peut-être 80% de nos matchs. Fait que c'était quelque chose de spécial de gagner tous ces games-là. Puis à chaque année, on avait un club dominant. Fait que c'est sûr qu'en pensant à ça, hockey mineur, c'était des années de bonheur, ça, c'est sûr. Puis est-ce que tu as eu des entraîneurs qui ont été marquants? Est-ce qu'il y en a qui te viennent tout de suite en tête? Même mon père est mon entraîneur, tout pour hockey mineur. Fait que, il y a juste lui, fait que c'était lui le meilleur. Puis c'est sûr qu'il m'a aidé beaucoup en montant les rangs mineurs. Puis même aujourd'hui, il m'aide encore. Est-ce que dans ton parcours de hockey mineur, tu as eu des obstacles où tu as pensé peut-être tout arrêter? Ou est-ce que ça a été dur parfois? J'étais tout le temps petit, puis j'étais jamais pas le plus vite. Fait que c'est sûr que j'ai pas grandi avant avoir 16, 17 ans. Fait que je pense à 17 dans junior, j'étais 5 et 4, 150 livres. Je faisais rien, fait que c'était tout le temps un obstacle pour moi, mais c'est sûr que ça m'a jamais arrêté. Puis il fallait que je sois plus intelligent à cause que j'étais pas le plus fort ou le plus vite. Quand tu penses à ton hockey mineur, est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient en tête tout de suite? Ouais, c'était l'année qu'on a gagné les provinciaux. C'était super. C'était vraiment le fun. Je pense qu'on était la seule équipe anglais dans le tournoi puis, à Québec. Fait que c'était quelque chose de spécial à gagner ça. Puis avec l'année qu'on a eue avant, je pense qu'on a perdu 2 games. Puis on a tout gagné. Fait que c'était vraiment quelque chose de spécial. Donc, le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est pas mal ton tournoi qui t'a marqué le plus? Oui, c'est quelque chose de spécial de participer à ça. Puis, c'est toutes les mêmes équipes dans la région de Québec. Puis, fait que c'est vraiment quelque chose de spécial. Est-ce que tu avais des idoles, des joueurs préférés? Sergei Gonchar, tout le temps. Puis, Lindstrom, Nick Lindstrom, je pense, une des meilleurs défenseurs, peut-être. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui rêve de jouer dans la Ligue nationale puis qui est présentement dans le hockey mineur? Juste travaille fort puis arrête jamais de travailler. Puis même si le monde dit que t'es trop petit ou t'es pas assez vite, faut juste travailler sur tes défauts puis essayer de t'améliorer à chaque jour. Dans les années 1970, des centaines d'arénas ont été construits au Québec. À l'époque, le but des arénas municipaux était d'accueillir les citoyens afin qu'ils puissent pratiquer leur sport favori. Mais aujourd'hui, avec le développement intensif des joueurs et toutes les ligues récréatives de garage et d'excellence, la demande a beaucoup changé. Et l'arrivée des complexes sportifs privés ramène toute la question de la rentabilité sur la table. Voici le portrait de la situation. Il faut faire un retour en arrière un peu. Il faut comprendre que dans les années 70, il y a eu la construction de centaines d'arénas au Québec dans le cadre d'un programme de subvention fédérale provinciale. Alors, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui en 2016 avec fin de vie utile des arénas, beaucoup de rénovations. Il y avait aussi beaucoup de... Chaque village avait son aréna. Il faut comprendre aussi que les arénas, c'est l'équipement de loisirs privilégié dans chacune des municipalités. Alors, beaucoup de municipalités de villes et villages ont construit en première un aréna. Alors, ce qui fait qu'on se retrouve
avec plein d'arénas, moins de monde, plus de vieillissement, alors qui fait qu'il y a actuellement un virage important qui se fait dans le monde des arénas, une réflexion profonde sur l'avenir des arénas. On a un bel exemple ici à l'aréna de Repentigny. C'était construit en 1973. Et on a pris la décision, 40 ans après, en 2013, de la rénover au lieu de la reconstruire à neuf. La raison est simple, c'est qu'une bâtisse de 150 000 pieds carrés, rebâtir à neuf, aurait coûté autour de 25 millions. Et présentement, notre rénovation, on a réussi à faire reconstruire l'aréna au complet pour 9 millions. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est rentable, surtout pour l'entreprise privée, de rénover les complexes au lieu d'échanger. Il faut regarder la démographie, la vieillissement de la population. Il y a des arénas dans certaines régions éloignées des grands centres. Il y a assez d'arénas. Je dirais même ils sont à demi-fonctionnement. Le fonctionnement au ralenti. Alors, il y a moins de monde, moins de jeunes, alors ils sont problématiques. Ils se retrouvent aussi avec des frais. Et tandis qu'on se retrouve dans la région des banlieues de Québec, Montréal et des grandes villes, bien là, il y a une demande accrue. Alors, plus de jeunes. Alors, quand on dit plus de jeunes, plus de hockey, plus d'arénas. C'est fini des arénas avec une glace seulement. Là, on va retrouver des complexes multifonctionnels. J'ai des exemples, là, Sainte-Marie-de-Beauce, ou plein de monde où ils ont construit 2 glaces avec un gymnase, avec un centre de congrès, d'autres endroits 2 glaces avec un centre de soccer intérieur, 2 glaces avec une piscine, conditionnement physique. Alors, on retrouve maintenant, c'est des complexes multifonctionnels. On comprend aussi que c'est une question de coût. Alors, c'est pour le plus facile, moins cher à opérer un complexe que d'avoir 4 ou 5 bâtisses. Alors, on regroupe autour d'un complexe multifonctionnel différents services municipaux de loisirs, qui fait qu'on se retrouve avec des complexes, soit municipaux, soit privés, mais on retrouve avec des multicomplexes, multifonctionnels, qui sont très, très adaptés aux besoins de la population. Pour un aréna privé, vivre que du hockey, c'est pratiquement impossible. Donc, ce qui est important, c'est d'être bien situé pour être capable d'avoir d'être un centre multifonctionnel, d'avoir plusieurs entreprises greffées à la bâtisse. C'est ce qu'on retrouve ici. Et on possède plusieurs commerces connexes au service de glace. On a de la restauration, on a un bar, on a de bingo, on a un gym. Dans le gym aussi, on a des services de yoga, pilates, salle de réception, salle de spectacle, salle de congrès. Depuis 2011 que le complexe sportif Thibault-GM est en opération, on a sur place 2 patinoires, une salle de préparation physique destinée particulièrement pour les élèves en sport-études qui pratiquent chez nous. On a plusieurs salles de conférences, nous avons des bureaux administratifs où plusieurs organismes reconnus du milieu du sportif logent, une clinique médicale et on a finalement un grand restaurant. La difficulté qui est un peu un paradoxe dans le milieu, c'est que un des gros joueurs du marché, c'est les arénas municipaux qui sont publics, qui sont gérés à même les portefeuilles ou les budgets d'infrastructure des municipalités. Et ces gens-là n'ont pas les mêmes contraintes financières que les organismes privés qui ont une date comme tous les citoyens où l'hypothèque passe dans le compte et il faut qu'il y ait suffisamment d'argent pour que ça fonctionne. Ce qui n'est pas la réalité du gestionnaire d'aréna public qui, lui, n'a pas à gérer le capital de l'entreprise. Souvent, les frais fixes pour les arénas municipales, on ne retrouve pas les mêmes frais parce que, justement, ils n'ont pas de taxes municipales à payer. Souvent, la gérance est faite à partir d'un groupe de plateaux, soit en même temps que les soccer, les parcs. Finalement, il y a d'autres réalités. Je dirais l'occupation, le taux d'occupation. Il faut absolument qu'un aréna ait un taux d'occupation élevé. Aujourd'hui, en 2016, on ne peut pas se permettre d'avoir des arénas comme quand moi j'étais plus jeune, qui opéraient d'à peu près 17 heures à 23 heures, minuit maximum. Chez nous, il faut que ça opère 17 heures par jour parce que sinon, il n'y a pas de rentabilité. Je ne sais pas s'il va y avoir juste des arénas publics ou des arénas privés, mais ce que je sais, c'est que le marché ou le contexte est de moins en moins facile pour les arénas qui ne sont pas des arénas publics. Je pense entre autres aux tous les coûts les coûts d'énergie. Je pense à la collaboration qui est un défi de tous les instants entre les municipalités et les joueurs comme nous. Ça coule pas de soi. C'est pas quelque chose qui est naturel comme collaboration. Puis ça, il faut l'entretenir, puis il faut jamais cesser. Moi, je pense que l'avenir,
dépend de la capacité des arénas privées à démontrer leur rôle puis leur empreinte dans le milieu. Moi, je pense que le gouvernement devrait s'imposer et de mettre un moratoire sur la construction des arénas parce que présentement, il y a assez de plateaux sportifs pour la clientèle et plus on ajoute de nouvelles arénas, bien, on dilue le marché. Évidemment, en diluant le marché, bien, on enlève la rentabilité. Dans les grands centres, je pense que le modèle privé va être un modèle qui va être approprié. Dans les régions plus éloignées, bien, effectivement, le modèle municipal sera encore là. C'est un problème aussi, si je veux avoir du monde dans mon village, dans ma ville, qui est éloigné, il faut que j'aie des services de base. Fait que s'il n'y a pas d'aréna ou d'accessibilité, ça devient aussi problématique. Le portrait de la semaine, une présentation de Easton Hockey. Easton Hockey, conçu pour marquer. Je suis en compagnie de Morgane Skoda, qui est l'une des 19 joueuses de l'équipe d'étoiles féminines à faire partie du tournoi Pee-Wee international de Québec. Morgane, qu'est-ce que ça fait de faire partie de cette équipe-là? Bien, c'est un honneur. J'ai travaillé vraiment fort pour atteindre ce but. Et j'aime ça jouer au hockey. C'est ta passion? Ouais. Peux-tu nous raconter un peu, Morgane, comment ça s'est passé? Comment tu as réussi à faire partie de cette équipe-là? Pendant une fin de semaine de décembre, il y avait un tournoi. Puis je faisais partie d'une équipe dont je connaissais presque personne. On a joué le tournoi et à la fin du tournoi, il y avait une sélection de joueuses pour faire 2 équipes. Puis c'était le match des étoiles. Puis à partir de ce match des étoiles, ils ont choisi des joueuses. Qui a choisi les joueuses? Caroline Ouellette puis d'autres joueuses de l'équipe. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Caroline Ouellette comme coach? Bien, c'est vraiment le fun, puis c'est cool. Puis comme je m'attendais vraiment pas à ça. Puis... c'est vraiment. D'ailleurs, tu portes son chandail à Caroline. Est-ce que ça te met un peu de pression? Un peu, mais pas autant que ça. Tu joues depuis que tu as quel âge? 3 ans. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à jouer au hockey? Bien, quand j'avais 3 ans, je voulais vraiment être comme mon frère. Puis mon frère, il jouait au hockey, alors j'ai décidé de suivre dans ses pas. Alors, Morgane Skoda, on a beaucoup aimé son énergie à la célébration. C'est une joueuse qui travaille extrêmement fort. Présence après présente, qui est vocale sur le banc, qui encourage ses coéquipières. D'ailleurs, on lui a confié le rôle d'être assistant-capitaine, puis je lui ai dit tantôt qu'elle n'a pas à changer quoi que ce soit. On l'a nommée assistant-capitaine pour qui elle est déjà. Puis c'est de continuer à jouer avec la même vigueur, avec la même ardeur, de bien bouger la rondelle, d'aller dans les zones de trafic pour créer des opportunités. Puis c'est une joueuse qui est très prometteuse, puis qui a aussi une belle attitude, ce qui est vraiment agréable pour les entraîneurs. Alors, Morgane, elle a commencé à jouer au hockey quand elle avait 3 ans. C'était vraiment son désir à elle. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas poussée à commencer à jouer. Puis, je pense qu'elle voulait commencer à jouer à 3 ans parce que son grand frère jouait. Mais aussi, et elle s'en souvient plus ou moins, mais moi, je suis une joueuse de hockey, puis elle m'a vu souvent quand même jouer au hockey. Alors, je pense que ça l'a influencée à vouloir commencer à jouer au hockey aussi jeune. Toi, maintenant, dans ta vie personnelle, est-ce que le hockey prend une place super importante? Oui. Vraiment. Combien de fois par semaine tu pratiques, tu joues, par exemple? 4 ou 5. Morgane, est-ce que plus tard, tu aimerais faire du hockey une carrière? Oui. Où est-ce que tu te vois, disons, dans 20 ans? J'aimerais ça être aux Olympiques. Aux Olympiques, rien de moins. Mais c'est bon, il y a des Québécoises qui l'ont déjà fait avant toi. Toi, Morgane, est-ce qu'il y a des filles qui t'inspirent dans le hockey? Oui, Caroline Ouellette et Marie-Philippe Poulain. Qu'est-ce qui t'inspire chez elles? Leur détermination, parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup de choses pour venir où ils sont rendus, puis c'est vraiment impressionnant. Ça te montre que toi, à titre de Québécoise, c'est possible. Hein? Les filles l'ont fait avant toi. Alors, on te souhaite beaucoup de succès, que ce soit sur la patinoire ou à l'extérieur de la patinoire. Merci! Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Daniel Jacob est de retour avec nous cette semaine pour une autre chronique sur la glace. Daniel, aujourd'hui, tu veux nous parler d'une situation 2 contre 2 en fond de territoire. Oui, absolument. 2 contre 2 en bas de zone, où on va avoir beaucoup de marquage et de démarquage. Démarquage pour ce qui est des joueurs en offensive et du marquage pour les joueurs en défensive. Excellent. On regarde ça tout de suite.
On est prêt? Hop! Good. Les Blancs en offensive, on se démarque, on se démarque, on se démarque, on se démarque. Palette à palette, palette à palette. Deuxième rondelle, deuxième rondelle, deuxième rondelle. Les Bleus en offensive. Parlez-vous, parlez-vous. On arrête. Porteur de la rondelle. Ils s'entrecroisent. Personne n'a parlé. Ça a été facile pour lui de s'en venir ici. Si tu le tiens, si tu le tiens, il faut décider, il faut se parler. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Prends-le, prends-le, prends-le. Puis on fait attention, les boys aussi, les passes. On appelle ça les blind plays. Quand tu as la rondelle, une passe comme ça, c'est très dangereux. Quand tu essaies de frapper ton coéquipier ici, on n'envoie pas ça comme ça. Tu es tout bien de protéger la rondelle, garde-la plus longtemps. Tu l'identifies, puis tu viens striker. OK? On recommence, 2 contre 2. Good, 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 good. Amène ça au filet, amène ça au filet. Excellent, excellent. Amène ça au filet, mon homme. Deuxième rondelle, deuxième rondelle. Les Blancs en offensive. Bon bâton, on vient supporter, on amène ça en haut pour t'activer. On n'oublie pas, quand tu récupères la rondelle, tu amènes ça en entraîneur, on active. Good job. Hop. Good. Les Blancs en possession. Les Blancs en démarquage. Amène ça au filet. Bonne prise d'information. Bon bâton, bon bâton. Parlez-vous, parlez-vous. Daniel, maintenant que nous avons vu l'exercice, explique-nous ce qu'on doit retenir. Bien, au niveau du démarquage, le bâton sur la glace est important. Beaucoup de mouvements. On veut s'assurer d'effectuer des passes courtes et réalisables. Puis aussi, la prise de décision va être importante. Mais d'aussi reconnaître les espaces libres va jouer un rôle très important au niveau de l'offensive. Puis défensivement, bien entendu, là, le palette à palette va revenir encore une fois. On s'assure de communiquer beaucoup et puis de toujours rester du côté défensif, c'est-à-dire entre notre gardien et puis l'adversaire. La communication des deux côtés de la rondelle, c'est primordial. Absolument. Parfait, merci beaucoup. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, à Hockey le Magazine, on s'attarde à une pièce d'équipement très importante, l'évolution des bâtons de hockey avec la compagnie Easton. Raphaël Doucet a rencontré le défenseur Éric Gélina et notre ami le Doc Guimond nous parle de la psychologie chez nos jeunes hockeyeurs. À bientôt! Hockey le Magazine est une présentation de Elite Hockey. Repoussez les limites de votre jeu en collaboration avec vos concessionnaires Subaru du Québec. Confiance et évolution.